Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de 5 romans, les 5 finalistes pour le PLIB 2021. Alors le PLIB, si vous ne connaissez pas, c'est un prix littéraire, c'est le prix de l'imaginaire Booktuber Apps qui chaque année récompense un titre de SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, je crois que c'est dans cet ordre-là, écrit par un auteur ou une autrice francophone et sorti récemment. Et là, cette année, parce que pour la deuxième fois, je suis à nouveau jurée pour ce prix, j'ai lu les 5 finalistes. Donc du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur chacun de ces livres. Il y a vraiment du très bon, donc je suis ravie. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous dirai pour quel livre je pense voter. Et je vous dirai aussi comment vous pouvez faire si vous aussi vous avez envie de voter, même si vous n'êtes pas juré pour le PLIB, parce que c'est quand même possible, vous allez voir. Commençons par parler de Rouge de Pascaline Nolo, publié chez Gulfstream. Rouge est une réécriture très sombre du conte du petit chaperon rouge. Nous sommes dans un village où nous allons suivre le personnage de Rouge qui est une très jeune fille, très isolée et exclue par les autres villageois, et pour cause, tout le monde pense qu'elle est possédée par le malin parce que depuis qu'elle est née, elle a des grosses taches rouges sur le corps. Donc on interdit aux enfants d'être amis avec elle, de jouer avec elle. Les adultes se conduisent de façon horrible avec elle. Moi par exemple, il y a une scène qui m'a fait penser à Quasimodo dans le bossu de Notre-Dame lorsqu'il se prend plein de déchets sur lui. Rouge, c'est un peu ce qu'elle subit de la part des autres et c'est très difficile pour elle. À proximité du village où vit Rouge, il y a une forêt. Et dans cette forêt vit une sorcière nommée la grand-mère. Et elle a réussi à faire un pacte avec le village, et dans ce pacte elle a tout à y gagner visiblement, vu que à chaque fois qu'une jeune fille a pour la première fois ses règles, elle est obligée d'aller voir la grand-mère dans la forêt. Elle suit donc ce chemin accompagnée des loups de la grand-mère pour être sûre qu'elle y va. Le problème dans tout ça, c'est que les jeunes filles ne reviennent jamais de chez la grand-mère, et comme tout le monde craint la grand-mère, personne ne sait réellement ce qui se passe chez elle. Quand ça va être au tour de Rouge d'avoir ses premières règles, eh bien le village va être plutôt content parce que ça y est, ils vont pouvoir se débarrasser de cette jeune fille qui est possédée par le diable, cette jeune fille qui fait peur à tout le monde. Rouge, du coup, elle est toute triste, elle est très apeurée et toute seule, en compagnie des loups de la grand-mère, elle va faire ce périple pour aller dans la maison de la sorcière. Périple assez compliqué là encore. Arrivée chez la grand-mère, la sorcellerie va lui faire découvrir de nombreuses choses, notamment sur son passé, sur ses origines, qui est Rouge, d'où elle vient, quelle est son histoire. C'est ce que Rouge va découvrir, et à partir de là, nous avons une Rouge qui grandit, qui se construit, qui comprend son histoire et qui va passer de jeune fille à jeune femme. J'ai beaucoup aimé, perso, découvrir un petit peu le passé de Rouge, comprendre ce qui lui est arrivé, comprendre toute cette histoire, parce que on voit bien qu'il y a des choses cachées, et quand on comprend tout, effectivement c'est hyper intéressant à suivre. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains sujets, parce que c'est un livre quand même avec des connotations féministes, donc peut-être que certaines choses auraient pu être un peu plus développées dans ce livre, peut-être qu'il y a eu des petits manques par-ci par-là, mais honnêtement rien de grave j'ai trouvé, parce que perso j'ai passé un très très bon moment en compagnie de ce livre. Parlons maintenant de La princesse au visage de nuit par David Brie, publié aux éditions de l'Homme sans nom. Dans ce roman, nous allons suivre le personnage d'Hugo qui, lorsqu'il était enfant, était violenté par ses parents. Il n'a vraiment pas eu une enfance tranquille, une vraie enfance, c'était très très difficile ce qu'il vivait chez lui. Et du coup, un jour, alors qu'il était enfant, avec ses amis de l'époque, ils ont décidé d'entreprendre un voyage dans la forêt pour aller voir la princesse au visage de nuit, parce que, à ce qu'on raconte, elle exauce tous les souhaits. Le problème, c'est que de ce périple, Hugo est le seul qui est revenu. On ne sait pas où sont passés ses camarades, on ne les a jamais retrouvés, et en plus de ça, Hugo ne garde aucun souvenir de cette rencontre avec la princesse au visage de nuit. On ne sait pas ce qui s'est passé du tout lors de cette nuit-là. Et on va se retrouver des années plus tard. Hugo, alors qu'il n'a pas vu ses parents depuis des années, il va être obligé de retourner dans le village de son enfance puisque ces derniers viennent d'être assassinés. Et en plus de ça, Hugo apparaît comme le coupable idéal. Pour ce roman, je vous dirais tout simplement que je ne suis pas la meilleure personne placée pour pouvoir le chroniquer. En tout cas, j'en ai pas l'impression, parce que
C'est un roman qui, même s'il a une pointe de fantastique, surtout à la fin de l'histoire, tout le reste du temps on est surtout sur une enquête policière, donc vraiment sur un roman de thriller policier. C'est pas du tout mon genre de prédilection, c'est pas du tout ce que je lis, mais pour les personnes qui aiment ce type d'intrigue, ça l'aura plutôt plu à ce que j'ai vu. Et c'est vrai que c'est un roman qui est écrit d'une façon assez fluide, c'est très rythmé, en plus les chapitres sont vraiment courts, donc ça se lit vraiment très bien. C'est juste que, perso, objectivement, je me sens pas de pouvoir dire grand chose de ce livre, parce que forcément, entre lui et moi, ça ne l'a pas fait plus que ça, mais c'est pas de sa faute, c'est juste que c'est pas mon genre de lecture. Parlons maintenant de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, le premier tome de cette duologie publiée chez les éditions Hachette. Dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages principaux. Le premier, c'est Tarka, une jeune fille qui a 13 ans je crois, et qui est à la recherche de son père. Elle n'a jamais su qui il était, et pour le retrouver, elle va décider de se rendre dans La Ville sans vent. Dans La Ville sans vent, on trouve également le deuxième personnage principal qui s'appelle Lastianax. Il a 19 ans, lui c'est un mage en formation, et il se trouve que au début de ce roman, son maître est assassiné. Du coup pour Lastianax, ça va être le départ d'une petite enquête pour essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver à son maître, d'autant que dans La Ville sans vent, d'autres meurtres vont arriver, et du coup, ce qu'on va suivre dans ce livre, c'est certains complots politiques. Bien évidemment, le destin d'Arca et celui de Lastianax sont amenés à se croiser, et tous les deux vont être amenés aussi à essayer de comprendre ce qui peut bien se passer dans La Ville sans vent. C'est tout ce qu'on va découvrir dans ce roman, et j'ai beaucoup aimé cet univers. C'est un univers qui est super riche. On découvre cette ville sans vent avec ces deux personnages. Cette ville est très particulière puisqu'elle est en plusieurs étages. Et plus vous habitez haut dans la ville, plus vous êtes riche, plus vous êtes en bas de la ville, parce que c'est une ville qui est tout en hauteur, moins vous avez de moyens. Et du coup c'est hyper intéressant parce que tout d'abord Arca va devoir essayer de se dépatouiller pour arriver à grimper au sommet, parce qu'elle pense que c'est là où son père est. Et puis c'est là où elle rencontre Lastianax. Donc c'est vrai que c'est une intrigue qui prend un petit peu son temps à se mettre en place au début, mais c'est quand même nécessaire vu qu'on est face à un univers qui est quand même très très riche et qu'il faut expliquer. Mais moi ça m'a pas du tout gênée, et en plus de ça il se passe quand même toujours plein de choses dans ce roman, donc on est happé dedans, on est empêtré avec ses complots politiques, on est empêtré dans la vie d'Arca qui découvre comment on vit dans La Ville sans vent. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que dès le départ on sait qu'il y a un grand écart d'âge entre les deux personnages, 13 ans et 19 ans. Donc on comprend qu'il va pas se passer de romance entre eux, et ça j'ai beaucoup apprécié. Oui, parce que parfois ça fait du bien qu'il n'y ait pas de romance aussi. Voilà. Non, j'ai beaucoup apprécié la relation de ces deux personnages. Lastianax qui au début est hyper sceptique envers Arca, et finalement qui va devenir un peu une sorte de grand frère pour elle. Donc très très chouette, enfin moi j'ai passé un super moment avec ce livre. Parlons maintenant de Rocaille de Pauline Cidre, publié chez les éditions Silex. Nous sommes dans un roman de fantasy dans lequel le roi Gésil a subi un complot et il a été assassiné. Un groupe de personnes nommées les Funestrelles vont être payées pour le ressusciter. Ils vont utiliser un sort pour ce faire, et c'est comme ça que commence le roman, par la résurrection de Gésil. Alors on lui explique à Gésil que ok, il a été ressuscité, mais que son corps, bon, il est quand même pas au meilleur de sa forme, et que pour l'aider, ça serait bien qu'il puisse être accompagné d'un magistre. Un magistre, c'est un être qui a des pouvoirs particuliers, et justement, eh bien, la première chose que va faire Gésil, c'est de partir faire un périple avec les Funestrelles à la recherche de Lueld, en l'occurrence, qui est donc le magistre qui aidera le roi. Lueld, il a tout un passé qui est très très riche, qui est hyper intéressant à suivre dans ce début de roman. Vraiment, il vit beaucoup de choses dans sa vie alors qu'il n'est pas très très vieux. Et on suit comme ça le roi et les Funestrelles qui partent et qui font ce voyage un petit peu pour aller trouver le magistre. J'ai beaucoup aimé ce passage, il m'a peut-être juste manqué une carte histoire de savoir où se trouvaient précisément les personnages, parce qu'il se passe beaucoup de choses et parce que c'est toujours un peu plus visuel d'avoir une carte, mais pas grave. Vraiment, cette première partie de livre m'a enchantée, et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la deuxième moitié du roman. Parce que j'ai eu l'impression dans cette deuxième moitié du roman que l'autrice avait eu tellement d'idées et qu'elle avait voulu
tout mettre dans son roman, sauf que parfois il y a certaines idées qui ne servent pas le récit et qui peut-être l'alourdissent. Il y a notamment le fait qu'on va assister à une romance entre Lueld et un personnage féminin. Ça prend quelques chapitres et j'avoue que moi j'étais pas intéressée et que j'ai pas vu le but d'introduire cette histoire, mais à la limite pourquoi pas. Mais vraiment une autre chose que l'autrice a introduite et qui m'a vraiment moins plu, encore moins que la romance, c'est tout simplement le personnage d'Ardan. Ardan est le chef des Funestrelles, alors on nous en parle au début du roman, il est quelqu'un de méchant, assez violent, vraiment pas une bonne personne, et il va débarquer à la deuxième moitié du roman, en chair et en os. Et alors là, on nous donne beaucoup de détails sur ce personnage, comme quoi il a des relations sexuelles non consenties avec sa sœur, donc on nous parle d'inceste et de viol. Pour un personnage qui n'a pas une importance extrême dans un roman, j'ai pas trouvé que c'était vraiment nécessaire d'en dire autant sur lui. On sait déjà que c'est un personnage méchant, qu'il est violent. J'avais pas forcément envie d'avoir ce type d'informations sur ce personnage. Et vraiment, c'est un petit peu tout ça qui m'a dérangée dans cette deuxième partie de roman. C'est toutes ces informations qu'on avait, on en avait peut-être beaucoup trop. Et moi, au bout d'un moment, comme elles n'étaient pas toutes nécessaires, ça m'a perdue. Et j'avoue que j'ai décroché à la fin du roman, alors que le début commençait si bien. Parlons maintenant du dernier finaliste, qui est L'Héliotrope, le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green, publié chez les éditions Gulfstream. Pour parler du résumé, lisons quelques phrases. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue, depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. Dans ce monde-là, nous allons suivre le personnage de Prudence qui, un jour, va être enlevé par des pirates du ciel. Prudence va rapidement comprendre que ces pirates-là, bon, déjà, ils sont quand même assez violents, ils la laissent en vie juste parce qu'elle a des dons en médecine et donc elle est capable de pouvoir les soigner si jamais ils ont un problème, mais qu'en plus, ils seraient à la recherche du fameux trésor laissé par les alchimistes. On va découvrir dans ce roman de nombreuses aventures. Moi perso, j'ai beaucoup aimé ce livre. Dès le début, je me suis laissée porter dans ce roman steampunk. Ouais, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'inventions. On est notamment dans un grand voilier volant. Ah, l'univers est juste dingue. Attendez que je vous montre. Ce voilier, il est juste là. Voyez un peu, il est rempli de multiples pièces dans lesquelles va se retrouver Prudence. Elle va naviguer entre chaque pièce, découvrir un peu tous les lieux de ce navire et on découvre tout ça à travers ses yeux. Et on est vraiment dans une sorte de chasse au trésor avec ce livre, puisque forcément on va essayer de comprendre et de chercher où est le trésor des alchimistes, et on s'intéresse évidemment à ces pirates qui au départ sont vraiment très violents et puis qui au final vont vraiment apparaître au fur et à mesure des pages comme des grands frères pour Prudence. Des personnages que j'ai beaucoup aimés, ces pirates, je les ai vraiment trouvés bien développés en plus, donc on apprenait pas mal de choses pour eux. On peut pas en dire autant finalement sur Prudence, qui n'est pas si développée que ça dans ce livre, alors que elle est l'héroïne. Mais en terminant ce premier tome, j'ai lu le résumé du tome 2 sur Livre Addict, et visiblement Prudence va vraiment être mise à l'honneur. Elle et son passé, elle et son histoire, et donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ce roman, c'est juste beaucoup d'aventures. Moi j'ai aimé de A à Z, honnêtement, une superbe aventure, un super moment passé en compagnie de ce livre. Vous connaissez donc mon avis sur les 5 finalistes du PLIB, alors maintenant petit classement. En tant que roman non classé, je vais mettre La Princesse au visage de nuit. En bas du classement, on trouve Rocaille en 3e position. Rouge, ça se joue donc entre L'Héliotrope, premier tome de Steam Sailor, et La Ville sans vent. Et c'est super dur parce que j'ai adoré ces deux romans en fait. Vraiment, vraiment. Je dirais que pour l'instant, mon cœur balance un petit peu plus pour La Ville sans vent. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma palle, je ne l'ai pas lu pour ne pas être influencée pour mon vote en fait. Mais je pense que j'ai un tout petit peu plus aimé La Ville sans vent. Mais c'est dur parce que vraiment Steam Sailor
est super bon, donc peut-être que mon avis changera d'ici là, mais pour l'instant, je pars sur La Ville sans vent. Si vous, parmi ces livres que je vous ai présentés, vous avez un chouchou, un livre que vous avez envie de défendre et que vous n'êtes pas juré pour le PLIB, eh bien vous pouvez quand même le faire grâce à la voix des lecteurs. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez voter s'il y a un de vos coups de cœur parmi ces livres-là, que vous avez envie qu'il gagne le PLIB. Voilà, c'est tout pour cette vidéo désormais. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.